Bienvenue sur notre chaîne. 15 juin 2018. Une jeune fille de 18 ans disparaît lors de sa cérémonie de remise de diplôme dans l'une des écoles les plus prestigieuses du Mexique. Personne ne la voit partir. Aucune trace de lutte. Pas d'adieu. 6 ans passent, et puis, derrière un mur de briques scellées au sous-sol de l'école, une valise est retrouvée. Et à l'intérieur, les indices d'une vérité terrifiante. C'est l'histoire de Sofía Vargas Mendoza, la fille bien-aimée de l'un des PDG les plus puissants du Mexique, et du réseau de mensonges, d'abus et de secrets qui a finalement été dévoyé presque trop tard. Si vous aimez les mystères des crimes réels, les enquêtes réelles et les histoires qui réclament justice, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ne manquez pas la suite. Introduction. Sofía Vargas Mendoza avait tout pour plaire, sa beauté, une famille aimante et un avenir prometteur. Elle était majeure de sa promotion à l'école prestigieuse International Peninsula School de Cancún, un endroit où les enfants de l'élite mexicaine étudiaient derrière des grilles élevées et des secrets bien gardés. Mais ce qui devait être la nuit la plus joyeuse de sa vie s'est transformé en le pire cauchemar de sa famille. Elle est allée aux toilettes après la cérémonie. Elle n'est jamais revenue. Sa disparition a déclenché des recherches à l'échelle nationale. Des mois, puis des années. Et en 2024, un simple appel a tout changé. Je suis Miguel Santos, de l'école International Peninsular School. J'ai besoin que vous veniez ici immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose. Ce mardi après-midi d'octobre 2024 avait commencé comme tous les autres, jusqu'à cet appel. Elena Vargas. La mère de Sofía n'avait plus entendu le nom de l'école depuis des années, depuis que sa fille avait disparu sans laisser de traces du campus en 2018. La voix au téléphone était pressante, ferme, doucement secouée. La main d'Elena tremblait lorsqu'elle répondit. « Quoi ? Qu'avez-vous trouvé ?»« Une valise rose, avec des initiales dorées, » dit Miguel. Elle raccrocha et appela son mari, Alejandro Vargas, PDG de l'une des entreprises les plus puissantes du Mexique. 10 minutes plus tard, le couple était à bord d'un vol privé pour Cancún. Il ne dit rien pendant le vol, mais le regard d'Elena en disait long. Et si c'était elle ? Et si c'était enfin la vérité ? Une école de prestige et de secret. L'International Peninsular School avait toujours projeté une image d'exclusivité et de prestige. Sol en marbre, murs recouverts d'hyères, uniforme élégant, professeur poli. Le genre d'endroit où les élèves étaient admis en avance à Oxford et Stanford. C'était aussi le dernier endroit où Sofía avait été vue vivante. Miguel Santos, aujourd'hui responsable de la maintenance, rencontra le couple à l'entrée de l'école. C'était un homme large d'esprit, la cinquantaine, au teint hâlé. Son regard était lourd de sens, qui ne cherchait pas à dissimuler. « Je suis vraiment désolé de devoir vous montrer ça », dit-il à voix basse. Il les conduisit devant des rangées de classes impeccables, franchit une porte verrouillée et descendit dans le sous-sol froid et étroit du bâtiment principal. « Cette section était fermée », expliqua-t-il. « Nous installions un nouveau réseau électrique lorsqu'un des ouvriers remarqua qu'un mur semblait différent. Il était plus récent que les autres. Nous l'avons donc percé. » Ils descendirent d'un escalier en béton éclairé par des lampes de travail vacillantes. Tout au bout du couloir se trouvait un béant dans les briques. Là, partiellement enfouie sous la poussière et les graviers, se trouvait une valise rose, usée par le temps, mais reconnaissable entre mille. Elena tomba à genoux. Sa main planait au-dessus de la valise, pas encore prête à la toucher. Alejandro murmura « On lui a acheté ça à Paris, pour sa remise de diplôme. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Elena. « Je ne suis jamais allée nulle part sans elle, » murmura-t-elle. À propos de ce que contenait la valise, à l'intérieur, il y avait les vêtements de Sofía, des sandales, du maquillage, son parfum préféré. Tout était calmement fermé. Mais dans une poche latérale se trouvait la découverte la plus effrayante. Son passeport, sa carte d'identité, ses documents de fin d'études. « Si elle s'était enfuie, » demanda Elena, « pourquoi aurait-elle laissé ça derrière elle ?»« Et si quelqu'un l'avait enlevée, » ajouta Alejandro, « pourquoi cacher sa valise ici ?» Avant que Miguel ne puisse répondre, une voix s'éleva derrière eux. « Inspecteur Carlos Ruiz, police de Cancún. »
Ruiz avait mené l'enquête initiale. Il n'avait jamais cessé de réfléchir à la caisse. Après avoir inspecté la valise et l'espace caché, il dit ce qu'ils craignaient tous. Cela change tout. Nous traitions sa disparition comme une affaire volontaire à l'époque. Maintenant, nous sommes à la quête d'un acte criminel. Qui avait accès au sous-sol ? Nous devons savoir qui avait les clés de cette zone en 2018, demanda Ruiz à Miguel. Miguel sortit un vieux registre de sécurité. À ce moment-là, seul le proviseur, le responsable de la maintenance et 2 agents de sécurité y avaient accès. « Proviseur Herrera, travaille-t-il toujours ici ?» demanda Elena d'une voix soudain froide. « Oui, toujours le proviseur. Je suis ici depuis 15 ans, répondit Miguel. Elena sentit un frisson parcourir son échine. Elle se souvenait trop bien d'Herrera, l'homme qui avait été réconforté, l'homme qui avait juré qu'il trouverait Sofia, l'homme qui pleurait devant les caméras avec eux. Était-ce possible ? Ruiz n'attendit pas. Allons lui parler. En montant l'escalier, Elena parcourut du regard les couloirs qui résonnaient autrefois du rire de Sofia. Maintenant, il se sentait silencieux, hanté. Elle serra la main d'Alejandro. Il y avait quelque chose de très très étrange. Le bureau de Ricardo Herrera n'avait pas beaucoup changé depuis 2018. Des diplômes encadrés alignés sur les murs. Des félicitations du ministère de l'Éducation. Des photos d'élèves souriants, dont Sofia. Mais lorsqu'Elena entra, elle eut l'impression de tomber dans un mensonge. Monsieur et Madame Herrera les accueillirent avec une solennité maîtrisée. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, mais il était toujours impeccablement vêtu, la voix calme. « Je n'ose pas imaginer ce que vous ressentez en ce moment. » L'inspecteur Ruiz est direct, il n'est jamais allé droit au but. « Directeur Herrera, nous avons trouvé la valise de Sofia dans une partie scellée du sous-sol. Nous pensons qu'elle était cachée en 2018. J'ai besoin que vous me disiez qui avait accès à cette zone. » Herrera ne broncha pas. Moi-même, l'ancien coordinateur de maintenance, Fernando Lopez, le personnel de sécurité. J'espère que vous trouverez leurs fichiers. « Et où est Monsieur Lopez maintenant ?» demanda Ruiz. Herrera croisa les mains. « Il est mort, accident de voiture, en 2020. » Le silence emplit la pièce. « Savez-vous qu'un mur du sous-sol avait été scellé ?» poursuivit Ruiz. Herrera secoua la tête. Cet endroit était toujours considéré comme un espace de stockage. J'y allais rarement. Ruiz prenait des notes. Elena ne dit pas un mot. Elle fixait simplement l'homme qui avait été le mentor de Sofia, celui qui avait promis de guider son avenir. Et puis, il y eut un déclic. L'inspecteur Elena l'interrompit. Sofia m'a dit qu'elle était censée rencontrer le directeur Herrera après la cérémonie de remise de diplôme. Quelque chose à propos d'une bourse pour étudier en Europe. Herrera cligna des yeux. Je ne m'en souviens pas. Elle a écrit dans son journal, insista Elena. Elle dit que vous lui aviez demandé de ne pas en parler à personne, pour l'instant. Elle dit que c'était une opportunité spéciale. J'ai parlé de bourse à de nombreux élèves, Madame Vargas. Je ne me souviens pas de toutes les conversations. Les yeux de Ruiz se plissèrent. Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Son instinct la harcelait. Cet homme cachait quelque chose. Un plan secret. De retour au commissariat, Ruiz et son équipe commencèrent à fouiller tous les vieux dossiers. Dans le dossier, il n'y avait aucune mention d'une rencontre post-diplôme entre Sofia et Herrera, ni dans le témoignage d'Herrera, ni dans aucun rapport. L'omission était flagrante. Ce soir-là, Elena était assise seule dans la chambre intacte de Sofia. Sur son bureau se trouvait le journal rose qu'elle n'avait pas eu la force d'ouvrir jusqu'à présent. Entrée après entrée, il décrit des conversations avec Herrera. Il dit que j'ai quelque chose de spécial. Il pose beaucoup de questions personnelles à propos de mes fréquentations pour savoir si j'ai déjà été avec quelqu'un de plus âgé. Il m'a dit de n'en parler à personne, même pas à mes parents. Le sang d'Elena se glaça. Elle tourna la page vers la dernière entrée. 14 juin 2018. Demain, je retrouve le directeur Herrera après la cérémonie pour enfin recevoir mes documents de bourse. Je suis nerveuse, mais c'est mon avenir. J'espère ne pas y trop penser. Elena serra le journal et murmura « Oh mon Dieu, il la prépara !» La police scientifique révèle la vérité. Le lendemain matin, Ruiz reçut un appel de la technicienne en police scientifique Patricia Vega. « Carlos, nous avons analysé la valise.
Nous avons trouvé 2 séries d'empreintes digitales supplémentaires en plus de celles de Sofia. Correspondent-elles à quelqu'un dans le système? L'une appartient à Elena Vargas, l'autre à Fernando Lopez. Ruiz sentit sa poitrine se serrer. L'homme qui avait accès au sous-sol. L'homme décédé dans un mystérieux accident. Mais ce n'était pas tout. Nous avons trouvé des fibres, continua Patricia. Du coton bleu, provenant d'une chemise d'homme, ne correspond à aucun des vêtements de Sofia. Elle marqua une pause, et nous trouvâmes du sang, de petites traces, séchées dans la loublure. Ruiz comprit ce que cela signifiait. La valise avait été victime de violence. Et Carlos? Nous avons trouvé des échantillons de peau, sous les ongles dans l'une des trousses de maquillage de Sofia, d'un homme d'une 50aine ou d'une 60aine d'années. Nous effectuons actuellement des analyses ADN. Une mort suspecte réexaminée. Ruiz rouvrit le dossier du décès de Fernando Lopez. Initialement considéré comme un accident, sa voiture avait quitté une autoroute près de Playa del Carmen. Aucun témoin, aucun acte criminel suspecté. Mais l'autopsie a révélé des traces de sédatifs dans son organisme, pas assez pour l'assommer complètement, assez pour altérer sa conduite. Quelqu'un ne voulait pas qu'il parle, dit Ruiz à voix haute. Il appela Elena. « Tu te souviens de Lopez? Sofia l'a-t-elle déjà mentionné? » Elle lui saluait toujours dans le couloir. Elle disait qu'il était trop amical, mais nous n'avons jamais trouvé ça étrange. Maintenant, Ruiz, oui. Ce n'était pas juste une dissimulation, c'était une conspiration. Surveillance découverte et fichiers manquants. De retour à l'école, Ruiz a exigé un accès complet aux images de sécurité. Le directeur informatique s'est excusé. Notre système n'archive que 5 ans d'images. Les données de 2018 ont été supprimées automatiquement l'an dernier. Ruiz serra les mâchoires. Des backups? Des données physiques? Nous conservons des registres de visiteurs. Ils les ont examinés. Sofia a été vue pour la dernière fois sortant du hall d'accueil à 23h47, se dirigeant soi-disant vers les toilettes. Mais elle n'a jamais quitté le bâtiment. C'est là qu'elle s'est rendue au bureau de Herrera, réalisa Elena. Ruiz s'est tourné vers les fichiers numériques du directeur. Enterré dans un vieux fichier système, le service informatique a trouvé des traces d'images vidéo supprimées de cette nuit-là. Ruiz a demandé une récupération forensique. Le soir même, Patricia rappela. « Nous avons restauré 3 minutes d'images fragmentées. Elles proviennent du bureau de Herrera. La caméra était cachée derrière une étagère. L'image était sombre et saccadée, mais suffisante pour distinguer la robe blanche de Sofia. Le bras de Herrera sur son épaule. Il se penchant plus près. Sofia s'écarte, Herrera lui attrape le bras. Puis, coupure au noir. La confession cachée. L'inspecteur Ruiz savait ce que signifiaient les images. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était une preuve. Il a rencontré Elena et Alexandro le lendemain matin au poste. Elena apportait le journal de Sofia et autre chose. Un enregistrement, elle a dit doucement. Sofia enregistrait des mémos vocaux. Nous n'avions jamais vérifié son ancien téléphone, jusqu'à maintenant. Le dossier était daté du 15 juin 2018. Aujourd'hui, c'est ma remise de diplôme. Je devrais être excitée, mais le directeur Herrera a dit des choses étranges hier. Il m'a demandé si j'avais déjà embrassé un homme plus âgé. Il m'a dit de n'en parler à personne, même pas à mes parents. Alexandro se détourna, les poings serrés. Elena pleurait en silence. Ruiz a transmis le mémo à Patricia pour authentifier. Nous avons maintenant un motif et des preuves de manipulation sexuelle, leur a dit-il. Nous déposons un mandat d'arrestation. L'arrestation. Le lendemain matin, peu de temps après 7 heures, l'inspecteur Ruiz et une équipe d'agents sont entrés dans l'enceinte de l'école. Ricardo Herrera était déjà dans son bureau. Le directeur Herrera, Ruiz dit « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sofia Vargas Mendoza ». Herrera resta figé. « C'est absurde ». Ruiz lui lit ses droits alors qu'il était menotté devant ses diplômes et raccords. Sur le chemin du commissariat, le directeur autrefois prieux se tassa sur la banquette arrière de la voiture de police, momonant des démentilles.
puis des excuses. De retour au labo, Patricia appela Ruiz. Nous confirmons l'ADN du tissu sous les ongles de Sofia. C'est celui de Herrera. Le sang à l'intérieur de la valise est le sien. Les cheveux à l'intérieur sont également les siens. Elle marqua une pause. Il y a plus. Nous avons trouvé des fibres de chemise bleue correspondant à l'uniforme de Herrera ce soir-là. Et le motif du sang indique un traumatisme, peut-être des blessures défensives. Ruiz hocha lentement la tête. Elle a riposté. Les aveux. Plus tard dans la journée, avec son avocat à ses côtés, Herrera accepta de parler. Ruiz installa le matériel d'enregistrement. « Monsieur Herrera, commença-t-il. Racontez-nous ce qui s'est passé la nuit du 15 juin 2018. » La voix de Herrera se brisa. « Elle est venue dans mon bureau. Je lui ai parlé de la bourse. J'ai essayé de l'embrasser. Elle m'a repoussé, disant qu'elle le dirait à ses parents. J'ai paniqué. Il prit une grande inspiration. Elle a crié. J'ai couvert sa bouche. Elle s'est débattue, mais je n'ai pas arrêté. Et puis, elle s'est tue. » Ruiz laissa le silence planer. « Qu'as-tu fait ensuite ?»« J'ai appelé Fernando Lopez. Il est venu après minuit. Je lui dis que c'était un accident. Il m'a aidé à la déplacer. On a gardé le corps dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'on scelle le mur. Et la valise ? On allait la cacher ailleurs, mais finalement, on l'a laissée là. » Ruiz regarda Herrera, l'homme qui, autrefois, était considéré comme un modèle. « Tu lui as pris son avenir, » hocha Herrera. « Je le sais. » Herrera étant en garde à vue, une équipe médico-légale dirigée par Patricia est retournée à l'école. Ils ont apporté des outils pour retirer délicatement le mur construit par Lopez. Elena et Alexandro attendaient juste à l'extérieur. Après 3 heures de fouilles, Patricia a confirmé que nous avions trouvé une chambre scellée. Le corps est intact. Elena s'est effondrée dans les bras d'Alexandro. Après 6 ans, Sofia était enfin rentrée chez elle. L'arrestation de Ricardo Herrera a fait la une des journaux, mais l'inspecteur Ruiz savait que l'affaire n'était pas close. Certains indiquaient que ce n'était pas le seul crime d'un homme. Trop de questions subsistaient. Pourquoi Lopez avait-il été soudoyé ? Pourquoi était-il mort dans un accident ? Et surtout, qui d'autre le savait ? La piste financière. L'équipe forensique a commencé à fouiller les finances de Herrera et Lopez. Leur découverte était alarmante. À peine 1 mois après la disparition de Sofia, Lopez recevait des dépôts mensuels de 10 000 pesos, toujours en espèces et toujours intraçables. Les dépôts provenaient de divers comptes, tous reliés à des sociétés écrans liées à Ricardo Herrera. Mais il y avait autre chose. En août 2018, Herrera vendit une propriété héritée de sa mère. Il déposa plus de 800 000 pesos en espaces, puis les retira par tranches au cours des 2 années suivantes. Qui d'autre payait-il ? Se demanda Ruiz. Un fichier caché. De retour chez Herrera, les agents découvrirent un disque dur caché, crypté et enfoui dans les murs de son bureau privé. Il fallut presque 48 heures à Patricia Vega pour le décrypter. Ce qu'elle trouva lui fit froid dans le dos. Des photos, des vidéos, des dizaines, des images d'étudiants prises à leur insu. D'autres semblaient avoir été enregistrées lors de sessions de mentorat privé dans le bureau de Herrera. Pire encore, les métadonnées révélèrent que ces fichiers avaient été partagés avec des destinataires externes. Un dossier contenait le relevé de paiement des clients, leur nom, leur virement bancaire, leurs notes sur leurs préférences, un réseau d'influence. La liste des noms ne se limitait pas au personnel de l'école. Il y avait un sénateur d'État, 2 hommes d'affaires importants, un responsable du conseil d'éducation, un juge fédéral. Il ne s'agissait plus d'abus. Il s'agissait d'un réseau criminel protégé par l'argent, l'influence et le silence. Fernando Lopez, semblait-il, avait été plus qu'un simple concierge. Il avait été un facilitateur, quelqu'un qui organisait des accès privilégiés pour des hommes puissants. Et sa mort en 2020, soudain, cela ne ressemblait plus à un accident. L'appel du psychiatre. Sorti de nulle part, Ruiz reçut un appel du docteur Fernando Castillo, un psychiatre. « Inspecteur, j'ai eu une patiente en 2021, une jeune femme qui avait été maltraitée à l'école Peninsula.
Elle est morte l'année dernière d'une overdose. Mais avant de mourir, elle m'a dit quelque chose d'effrayant. » « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Ruiz. « Elle a dit que des hommes puissants payaient pour avoir accès aux filles de l'école Peninsula, que certains programmes de mentorat n'étaient qu'une façade, qu'il y avait même des retraites hors campus. » La voix de Ruiz s'est durcie. « Pourquoi n'étais-tu pas manifesté plus tôt ? Elle m'a fait promettre la confidentialité, mais maintenant je crois qu'elle était l'une des victimes d'Herrera. » La boîte noire. Une des vidéos du disque dur crypté d'Herrera montrait la remise d'une clé USB et d'une épaisse enveloppe à un homme en costume. L'horodatage était mai 2018. Patricia a retouché les images. L'homme, le juge Arturo Villanueva, qui avait statué sur plusieurs affaires d'abus en milieu scolaire et les avait toutes classées sans suite. Il devenait évident que Herrera n'était pas seulement un prédateur, c'était un courtier dans un business répugnant. Et Sofia, elle avait probablement découvert quelque chose, posé les mauvaises questions, et pour cela, elle a été réduite au silence. L'affaire prend une dimension internationale. Ruiz a contacté le procureur fédéral. « Nous avons affaire à du crime organisé », a-t-il déclaré. « C'est plus vaste qu'une école. Il pourrait s'agir d'un trafic international. » Le FBI et Interpol ont rapidement été saisis. Les preuves contenues dans les dossiers de Herrera ont révélé des connexions avec des serveurs en Europe et en Amérique du Sud. Les photos des victimes avaient été partagées au-delà des frontières. Il ne s'agissait plus seulement de Sofia, il s'agissait de dizaines, voire de centaines de filles qui n'avaient jamais eu l'occasion de parler. C'est le temps qu'il a fallu à la famille Vargas pour obtenir une réponse. Et maintenant, avec l'arrestation de Ricardo Herrera et la révélation d'un vaste réseau d'exploitation d'enfants, le monde allait enfin entendre la voix de Sofia, même si elle ne pouvait plus s'exprimer. Le procès commence. Début 2025, la salle d'audience était pleine. Ricardo Herrera a été jugé non seulement pour meurtre, mais aussi pour 18 chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs, d'exploitation et de complot. Elena et Alejandro étaient assis au premier rang. L'accusation a exposé l'affaire. La découverte de la valise rose, les preuves ADN reliant Herrera à la mort de Sofia, les vidéos récupérées de ses rencontres avec des étudiants, les relevés bancaires de versement de pots de vin, les témoignages des victimes et, plus accablant encore, les aveux de Herrera enregistrés et diffusés devant le jury. La défense a tenté d'argumenter la maladie mentale, mais les preuves étaient accablantes. Lors du verdict, le silence est resté. Coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 200 ans supplémentaires pour des crimes connexes. Les autres procès. Un par un, les co-conspirateurs ont été traduits en justice. Le sénateur Roberto Aguirre a été arrêté à l'aéroport avec des sacs remplis d'argent, condamné à 40 ans de prison. Le juge Arturo Villanueva a été capturé dans une planque luxueuse et condamné à 60 ans de prison. Carlos Montemayor et Joaquín Morales, principaux financiers et facilitateurs, ont été reconnus coupables d'avoir permis ces abus. Des dizaines d'éducateurs et d'administrateurs se sont vus interdire de travailler avec des mineurs. Ruiz, désormais commandant, a supervisé les poursuites avec une détermination sans faille. Elena, elle, n'a jamais manqué une seule journée d'audience. Un legacy de changement. Par la suite, Elena et Alejandro ont fondé la fondation Sofia Vargas, axée sur des vérifications d'antécédents plus strictes pour le personnel scolaire, une réforme légale rendant le signalement obligatoire des abus, des caméras dans tous les bureaux privés des écoles, une éducation nationale sur la prévention du grooming. Le Congrès a adopté la loi Sofia, un projet de loi historique qui a changé la manière dont les abus dans les écoles sont enquêtés au Mexique. Elle exigeait que chaque signalement d'enfant soit pris au sérieux dès le premier jour. Le prestigieux Colegio Internacional Peninsula, autrefois prestigieux, est devenu un campus modèle en matière de protection de l'enfant. 10 ans plus tard. À l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de Sofia, Elena s'est présentée devant un auditoire comblé. L'événement a été diffusé en direct dans tout le pays. Mafidos rêvait d'étudier le droit international pour faire bouger les choses. Elle est décédée à 18 ans, mais son héritage est vivant dans chaque enfant désormais protégé.
dans chaque loi désormais écrite, dans chaque prédateur désormais derrière les barreaux. À la fin de son discours, 1000 roses blanches ont été déposées sous une plaque commémorative à l'école rebaptisée Académie Sofia Vargas. Ces mots, tirés d'un journal retrouvé, étaient gravés en pierre. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?